knife fight? No rules. Dès sa sortie, ce film a stupéfié tout Hollywood. Non seulement il a battu des records au box-office, mais il a littéralement sauvé le studio 20th Century Fox, alors au bord de la faillite. D'un scénario autrefois considéré comme invendable, il s'est hissé au rang de phénomène mondial de l'année 1969, rapportant des centaines de millions de dollars et devenant l'un des films les plus cités de tous les temps. C'est l'histoire de deux bandits légendaires de l'Ouest, auteurs de braquages audacieux, à la fois comiques et tragiques, lancés dans une cavale mythique qui les transformera en icônes immortelles. Vous avez deviné de quel film il s'agit? C'est bien Butch Cassidy and the Sundance Kid, un film captivant non seulement pour son récit haletant, mais aussi pour les anecdotes de tournage absolument incroyables, de l'explosion incontrôlée d'un train qui a semé la panique sur le plateau, aux disputes si violentes que Paul Newman a scié en deux le bureau du réalisateur jusqu'à la bataille d'ego qui a poussé Steve McQueen à abandonner le rôle à la dernière minute. Et ce ne sont là que 3 des innombrables secrets de tournage jamais révélés. Ne clignez pas des yeux, cette vidéo lèvera le voile sur tout. 20, un film de cow-boy, mais un acteur qui déteste les chevaux. Malgré son charme irrésistible à l'écran, Paul Newman n'avait absolument pas l'âme d'un cow-boy. Contrairement à son allure de séducteur du Far West, il n'aimait pas du tout monter à cheval. Un paradoxe surprenant pour Butch Cassidy and the Sundance Kid, un pilier du genre western. Cela devint rapidement un énorme défi pour l'équipe de tournage, car Butch devait dégager une aisance totale à cheval, comme un hors-la-loi ayant grandi sur la selle. Alors que Robert Redford montait naturellement, Newman paraissait tendu, raide et peu confortable. Le réalisateur George Roy Hill et l'équipe de cascadeurs durent alors user de 1000 ruses angles de caméra ingénieux, scènes réduites à cheval et cascadeurs remplaçant Newman pour les séquences exigeant une réelle maîtrise. Les plans larges au galop étaient réalisés par des doublures, tandis que les gros plans se concentraient sur les expressions espiègles et irrésistibles de Newman. Résultat, le public n'a jamais soupçonné sa maladresse. Paradoxalement, cette gêne l'a rendu encore plus unique. Butch n'est pas le cow-boy typique dur et intrépide, mais un bandit rusé, charmeur, qui séduit davantage par son sourire que par son habileté en selle. Et vous, qu'en pensez-vous? Un cow-boy qui déteste les chevaux, c'est choquant ou plutôt amusant? Partagez votre avis dans les commentaires. 19. Le saut insensé qui a failli coûter la vie à Redford, l'un des moments les plus emblématiques du film, est le saut vertigineux depuis une falaise dans une rivière tumultueuse. À la fois dramatique, surprenant et devenu iconique, ce moment aurait normalement dû être exécuté par un cascadeur selon la tradition hollywoodienne. Mais Robert Redford refusa catégoriquement, il voulait le faire lui-même. Cette décision stupéfia l'équipe, en particulier Paul Newman. Fort de son expérience, Newman considérait le saut comme beaucoup trop dangereux et taquina même Redford, en lui disant qu'il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Mais Redford, alors en pleine phase d'affirmation professionnelle, voulait prouver qu'il n'était pas seulement un beau visage hollywoodien. Il allait risquer sa sécurité pour habiter pleinement son personnage. L'équipe accepta finalement après avoir mis en place de nombreuses mesures de sécurité. Face à la caméra, Redford s'avança jusqu'au bord de la falaise, le torrent grondant en bas, puis plongea dans le vide. Le plan capturé est d'une authenticité rare, on y voit le frisson, l'adrénaline, la peur instinctive, tout ce qui rend la scène incroyablement réelle. Ce n'est pas un cascadeur anonyme, c'est Sundance Kid défiant littéralement la mort sous vos yeux. 18. Katharine Ross et une querelle inoubliable. Katharine Ross vécut un véritable choc dès son premier jour sur le plateau du film, menant à l'une des sanctions disciplinaires les plus étranges de l'histoire de Hollywood. Ce jour-là, l'équipe se préparait à tourner la spectaculaire scène d'ouverture du braquage du train. 5 caméras étaient nécessaires, mais seuls 4 opérateurs étaient disponibles. Conrad Hall, directeur de la photographie et compagnon de Ross,
lui demanda alors de prendre la 5e caméra, lui expliquant rapidement comment s'en servir. Ross accepta avec enthousiasme, pensant simplement vivre une petite expérience amusante. Mais le réalisateur George Roy Hill n'apprécia pas du tout la situation. Il ne dit rien pendant toute la journée, jusqu'à la fin du tournage où il frappa d'un coup sec, il interdit officiellement à Katharine Ross de revenir sur le plateau lorsqu'elle n'avait pas de scène à tourner. Ironiquement, Conrad Hall, celui qui l'avait placé derrière la caméra, ne fut jamais sanctionné. Ross en garda une profonde amertume, déclarant plus tard « Une journée sans George Roy Hill était une bonne journée ». Leur relation resta tendue durant toute la production, laissant une cicatrice durable dans sa carrière et sa mémoire. Si vous étiez à la place de Ross, comment auriez-vous réagi à une sanction aussi injuste? Partagez votre ressenti dans les commentaires. Bilzy. 17. Le coup de maître financier de Katharine Ross qui a surpris tout Hollywood. Alors que Paul Newman et Robert Redford devinrent des légendes instantanées de Hollywood, Katharine Ross vécut une expérience tout à fait différente. Ross n'était pas satisfaite du scénario, estimant que son personnage Etta n'était qu'un simple instrument narratif sans véritable profondeur. Lorsque ses demandes de réécriture furent ignorées, elle prit une décision audacieuse et rarissime à l'époque. Au lieu d'accepter un cachet fixe, elle négocia pour que sa rémunération soit liée directement aux bénéfices du film. C'était un pari extrêmement risqué, car le western était alors en plein déclin et personne ne pouvait garantir que Butch Cassidy and the Sundance Kid serait un succès. Pourtant, le film explosa au box-office, devint l'un des plus gros succès de 1969 et continua de générer des revenus pendant des années. Cette décision visionnaire rapporta à Ross des profits bien supérieurs à la plupart des contrats habituels de l'époque, confirmant son sens des affaires exceptionnel. Même si son temps de présence à l'écran était bien moindre que celui de Newman ou Redford Ross, obtint finalement une récompense financière équivalente, voire plus durable, que celle des deux stars masculines. 16. Quand les yeux bleus de Paul Newman ont paralysé le tournage, lorsque l'on pense à Paul Newman dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, on pense immédiatement à son assurance magnétique, celle d'un bandit charmeur capable d'entraîner n'importe qui dans une aventure folle. Pourtant, derrière la caméra, Newman fut confronté à un incident apparemment banal, mais qui faillit paralyser toute la production, une infection oculaire sévère. Pendant les journées de tournage au Mexique, qui servaient de décor pour la Bolivie, les célèbres yeux bleus de Newman devinrent soudain extrêmement enflés et hypersensibles à la lumière, rendant presque impossible toute scène de jeu. Pour une star dont le regard était véritablement une arme de séduction massive, c'était une catastrophe. George Roy Hill fut forcé d'arrêter le tournage, gelant tout le calendrier de production et augmentant les coûts jour après jour, alors que le studio doutait déjà du potentiel commercial du film. Newman suivit un traitement intensif, se reposa et revint rapidement devant la caméra, impressionnant toute l'équipe par son professionnalisme inébranlable. L'incident finit par être surmonté, mais il rappela cruellement que le cinéma reste fragile. Un simple problème de santé peut déstabiliser un projet valant des millions. Et pour Newman, ce fut une piqûre de rappel que derrière la légende, il n'était qu'un homme vulnérable comme les autres. 15. Une explosion de train totalement incontrôlée qui glaça le sang de toute l'équipe. L'une des scènes les plus impressionnantes du film est sans doute le braquage du train accompagné d'une explosion spectaculaire soulevant une colonne de fumée gigantesque. À l'écran, tout semble parfaitement maîtrisé, intense, dramatique mais sous contrôle. Pourtant, en coulisses, ce fut l'un des moments les plus terrifiants du tournage. Le plan initial était simple, utiliser une quantité modérée d'explosifs pour créer un effet dramatique, mais sûr. Or, lorsque la charge fut déclenchée, l'explosion dépassa largement les prévisions. Le grondement fut si puissant que le sol vibra violemment, des nuages de poussière et des débris volèrent dans toutes les directions, et même les vitres des maisons environnantes furent brisées. Pendant quelques secondes,
un silence paniqué s'abattit sur le plateau, tout le monde craignait qu'il y ait des blessés. Heureusement, personne ne fut touché. Paul Newman et Robert Redford, qui observaient à la scène à distance, restèrent stupéfaits par la puissance réelle de l'explosion. George Roy Hill, en revanche, fut profondément secoué. Pour lui, c'était la preuve que même les plans les plus soigneusement établis peuvent échapper au contrôle. Ironiquement, cette erreur spectaculaire donna naissance à l'une des séquences les plus réalistes et mémorables de l'histoire du western. Et vous avez-vous été impressionné par cette scène? Ou y a-t-il un autre moment du film qui vous a marqué davantage? N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. DCT 14, un film qui réécrit l'histoire. Bien que basé sur des événements réels, Butch Cassidy and the Sundance Kid n'hésite pas à remodeler l'histoire pour créer un mythe cinématographique. Le point le plus controversé est bien sûr son final, le freeze frame légendaire, où Butch et Sundance se jettent dans un déluge de balles boliviennes. À l'écran, c'est une conclusion parfaite. Mais pour les historiens, la vérité est bien plus ambiguë. Selon les archives de 1908, 2 bandits nord-américains furent encerclés et abattus à San Vicente, en Bolivie, et identifiés comme Butch Cassidy et le Sundance Kid. Pourtant, les preuves sont loin d'être définitives. De nombreux chercheurs et même leurs descendants pensent que les 2 hommes ont simulé leur mort pour revenir discrètement aux États-Unis sous une nouvelle identité. Des témoignages prétendent les avoir vus au Wyoming, au Montana, voire jusqu'à l'État de Washington. Certains affirment même que Butch aurait vécu jusque dans les années 1930 sous le nom de William T. Phillips, un mineur au visage étrangement ressemblant, dont les mémoires laissent entrevoir l'ombre d'un passé criminel. William Goldman, le scénariste, connaissait parfaitement ces zones d'ombre. Plutôt que de trancher entre mythe et réalité, il choisit de sublimer cette ambiguïté en un moment de pur cinéma, un arrêt sur image qui suspend les 2 héros à jamais dans la légende, plutôt qu'une mort vulgaire et définitive. 13. La farce démentielle qui coûta au réalisateur son bureau en tir. Paul Newman était célèbre dans tout Hollywood pour son humour dévastateur et ses plaisanteries spectaculaires. Pendant Butch Cassidy and the Sundance Kid, il signa l'une des farces les plus célèbres du cinéma. Un jour, Newman entra scie en main dans le bureau du réalisateur George Roy Hill et coupa son bureau en 2, proprement en plein milieu de la pièce. Le meuble coûteux et imposant devint immédiatement un tas de planches inutilisables, laissant l'équipe médusée et morte de rire. Derrière cette blague extrême se cachait un motif très à la Newman. Interrogé sur la raison de son acte, il répondit tranquillement « Hill ne m'a toujours pas remboursé l'alcool qu'il a emprunté dans mon bureau. » Une justification délicieusement absurde qui transformait une querelle mineure en comédie mémorable. La scie du bureau n'était pas un incident isolé. Newman passait son temps à imaginer des farces transformant le plateau en véritable terrain de jeu humoristique. Et le plus étonnant, c'est que George Roy Hill ne s'emporta même pas. Il accepta la plaisanterie avec un calme presque bienveillant. Cette dynamique unique, mélange de taquinerie audacieuse et de respect de la mutuelle, a contribué à faire de cet épisode un fragment légendaire de l'histoire du film, rappelant qu'au cœur même d'Hollywood, derrière le sérieux apparent, se cachent toujours des moments de légèreté inoubliables. 12. Une chanson mythique que Robert Redford détestait au départ. L'une des chansons les plus aimées de toute l'histoire du cinéma, Raindrops Keep Falling on My Head, a failli ne jamais apparaître dans Butch Cassidy and the Sundance Kid, simplement parce que l'une des 2 stars principales l'a détestait dès la première écoute. Le morceau, composé par Burt Bacharach et Al David, spécialement pour la scène de vélo emblématique entre Paul Newman et Katharine Ross, n'existait pas pendant le tournage. Raindrops fut écrit après le montage brut, permettant aux auteurs de synchroniser parfaitement le rythme et l'humeur de la séquence. Mais lorsque la chanson fut intégrée à la pellicule Robert Redford, l'interprète de Sundance fut consterné.
Il déclara sans détour que cette mélodie pop et joyeuse était atroce et n'avait absolument rien à faire dans un western poussiéreux rempli de fusillades. La réaction de Redford reflétait une inquiétude partagée. Une chanson pop moderne risquait-elle de briser l'authenticité d'un récit se déroulant dans les années 1890 ? Beaucoup dans l'équipe doutaient également. Mais le réalisateur George Roy Hill resta ferme et défendit son choix. Il avait raison. La chanson grimpa à la première place du Billboard, y resta plusieurs semaines, remporta l'Oscar de la meilleure chanson originale et devint l'un des moments les plus inoubliables de la carrière de Bacharach. Des années plus tard, Redford admit s'être complètement trompé, reconnaissant que cette décision était la pièce manquante parfaite, qui contribua à rendre le film immortel. Et vous en entendant Raindrops pour la première fois, avez-vous trouvé cela merveilleux ou déroutant ? 11. La scène de vélo a failli disparaître à cause d'une décision glaciale du studio. Demandez à n'importe quel fan de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Quelle image lui vient en tête ? Ce sera presque toujours Paul Newman radieux, pédalant sur un vélo sous les notes enjouées de Raindrops Keep Falling on My Head. Une scène charmante, étrange, unique, et totalement en rupture avec les conventions du western. Pourtant, peu savent qu'elle a failli disparaître du film. Lorsque les dirigeants du studio virent le montage pour la première fois, ils furent horrifiés. Une chanson pop moderne dans un western, 1890, Paul Newman, faisant du vélo comme un gamin taquinant, est à place. Pour eux, la scène était beaucoup trop légère, presque ridicule, et ralentissait dangereusement le rythme narratif. Plusieurs responsables exigèrent purement et simplement qu'elle soit supprimée. Mais George Roy Hill s'y opposa catégoriquement. Il comprenait que ce moment n'était pas du remplissage, mais une respiration essentielle. Cette scène révélait un Butch espiègle optimiste capable de trouver un éclat de joie, même dans des jours sombres. Et c'est précisément ce contraste lumineux qui rendait la tragédie à venir encore plus poignante. Hill remporta la bataille. La scène de vélo fut conservée, Raindrops Keep Falling on My Head remporta l'Oscar et ce moment devint l'une des images les plus iconiques de l'histoire du cinéma. 10. Une chanson oscarisée, mais source de discorde monumentale. À la sortie du film, le public fut conquis par la scène où Paul Newman s'amuse sur un vélo pendant que B.J. Thomas chante Raindrops Keep Falling on My Head. Pourtant, cette chanson provoqua une tempête de polémique du plateau de tournage jusque dans les couloirs de l'Académie des Oscars. Composée par Burt Bacharach et Hal David Raindrops, portait une sonorité pop moderne totalement différente des musiques traditionnelles des westerns. Certains critiques y virent un coup de génie audacieux injectant une légèreté rafraîchissante dans un film marqué par une profonde mélancolie. D'autres, en revanche, étaient scandalisés. Selon eux, la chanson trahissait l'ambiance de l'Ouest des années 1890 et n'avait rien à faire dans un western sérieux. Les directeurs du studio avaient voulu la supprimer. Plusieurs membres de l'équipe détestaient l'idée. Pourtant, George Roy Hill défendit le morceau jusqu'au bout. Et non seulement la chanson resta, mais elle devint un phénomène numéro 1 au Billboard, puis récompensée par l'Oscar de la meilleure chanson originale. Cette victoire déclencha un nouveau tsunami de critiques. Certains affirmaient qu'un morceau trop pop ne méritait jamais un Oscar, d'autres soutenaient qu'il s'agissait d'une bouffée d'air frais ayant redéfini les codes du western. Jusqu'à aujourd'hui, Raindrops Keep Falling on My Head reste dans l'histoire comme l'une des victoires les plus controversées de l'Académie, mais aussi l'une des plus inoubliables. 9. Un scénario invendable devenu un choc à 400 000 $. Avant de devenir un film emblématique de la fin des années 1960, Butch Cassidy and the Sundance Kid aurait pu ne jamais voir le jour. William Goldman, son scénariste, parcourut Hollywood avec son manuscrit, mais n'obtint que refus. Avec son humour subtil, ses dialogues ciselés et ses touches comiques inattendues,
le script allait totalement à l'encontre des attentes rigides d'un western traditionnel dur et poussiéreux. Les dirigeants de studio le qualifièrent de trop intelligent, trop commercial, ou simplement trop difficile à vendre. En réalité, ils n'avaient aucune idée de la façon de promouvoir un western drôle, tendre et moderne. Le projet resta bloqué des années malgré les rumeurs concernant Jack Lemmon ou même Steve McQueen pour les rôles principaux. Puis survint le tournant. 20th Century Fox décida de prendre le risque et acheta le scénario pour $400 000, un montant record pour un script original à l'époque. Cette décision fit trembler Hollywood et transforma le film en événement avant même le tournage. Avec Paul Newman engagé, l'enthousiasme monta en flèche. Lorsque Robert Redford rejoignit le projet, le duo devint immédiatement mythique. Il est vertigineux d'imaginer que sans ce pari financier audacieux, Butch Cassidy and the Sundance Kid n'aurait jamais existé. Et la carrière de Redford aurait peut-être pris une tournure totalement différente. Connaissez-vous d'autres films sauvés par une décision risquée comme celle-ci? Partagez-les dans les commentaires. 8. Une fin ambiguë qui transforme la réalité historique en légende immortelle. Rares sont les fins dans l'histoire du cinéma qui ont laissé une empreinte aussi profonde que les derniers instants de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Acculés par les soldats talidas boliviens, Butch et Sundance bondissent hors de leur abri, leurs armes crachant feu et plomb, jusqu'à ce que l'image se fige brutalement. On entend encore les détonations, mais à l'écran, les deux hors-la-loi demeurent de figés dans une course éternelle, défiant le destin lui-même. Pourtant, ce n'était pas du tout l'intention initiale. Le scénario de William Goldman se terminait par un véritable carnage. Un bain de sang où les deux hommes s'effondraient sous une pluie de balles, une conclusion claire, brutale et définitive. Mais le réalisateur George Roy Hill sentit qu'un tel final serait trop cruel, voire destructeur, pour l'aura mythologique que le film avait soigneusement construite. Il osa alors un choix radical, la fin en freeze frame. Ce pari devint un coup de génie. En figeant cet instant héroïque, Butch et Sundance échappèrent soudain aux limites de la mortalité pour entrer dans la mythologie du cinéma. Au lieu de la douleur, le spectateur repartait avec une sensation d'élévation, comme s'il assistait à la naissance d'une légende préservée intacte. Cette technique devint rapidement une signature stylistique imitée par d'innombrables films et séries. Elle brouilla la frontière entre histoire et mythe, transformant Butch Cassidy and the Sundance Kid non pas en simple western, mais en véritable épopée gravée dans l'imaginaire collectif. 7. La superposée a réellement existé dans l'histoire. L'un des éléments les plus obsédants du film est la traque implacable menée par la superpose. Elle surgit de nulle part, suit les deux fugitifs, comme une ombre traverse montagnes et déserts avec une précision inhumaine. Elle ne ressemble plus à un groupe d'hommes ordinaires, mais à une force invisible. Une métaphore du destin prêt à rattraper les derniers bandits de l'Ouest sauvage. Fait étonnant, la superpose n'est pas une invention totale, mais inspirée d'événements réels. Après une série de braquages audacieux, la compagnie ferroviaire Union Pacific décida qu'elle n'en tolérerait plus aucun. Elle constitua alors une équipe d'élite composée des meilleurs tireurs et pisteurs de la région, parmi lesquels Joe LeForce, dont la réputation faisait frémir le monde criminel du Far West. Ces hommes étaient capables de suivre des traces presque invisibles, de deviner les itinéraires des fugitifs et de poursuivre sans relâche jusqu'à les acculer. Dans le film, George Roy Hill efface nom, visage et dialogue pour transformer ce groupe en une présence collective impersonnelle. Chaque fois que Butch et Sundance se retournent, ils aperçoivent ce groupe silencieux et inexorable. Cette absence d'humanité apparente en fait des antagonistes parmi les plus terrifiants du cinéma, la matérialisation implacable de l'ordre nouveau qui met fin à l'ère romantique du Far West. 6. Un écart de salaire choquant entre Newman et Redford. En 1969, Hollywood avait déjà l'habitude des cachets mirobolants pour les stars de premier plan.
Pourtant, les chiffres de Butch Cassidy and the Sundance Kid firent parler toute l'industrie. Paul Newman, auréolé du succès de Cool Hand Luke et The Hustler, toucha 750 000 $ en plus d'1% sur les recettes. Un privilège réservé aux légendes les plus incontestées. À l'opposé, Robert Redford n'était encore qu'un talent prometteur. Avec quelques rôles remarqués, mais sans statut de star, il ne reçut que 50 000 $. Une somme si modeste qu'il semblait impossible d'imaginer qu'il atteindrait un jour le même rang que Newman. Pourtant, l'histoire prit un tournant inattendu. Lorsque le film devint un phénomène planétaire, le duo qu'il formait s'imposa comme l'un des plus iconiques de tous les temps. Le public ne découvrit pas seulement Paul Newman, il tomba littéralement sous le charme de Robert Redford et vit naître un nouveau titan du cinéma américain. 5. Les égos des stars. La raison pour laquelle Steve McQueen abandonna le rôle. À la fin des années 1960, l'idée de réunir Paul Newman et Steve McQueen dans un même western fit trembler Hollywood. Les deux plus grandes stars du moment lurent presque simultanément le scénario de William Goldman, et tous deux manifestèrent leur intérêt. Newman fut choisi pour interpréter Butch Cassidy. McQueen devait être Sundance Kid, un duo que beaucoup considéraient déjà comme parfait. Mais les choses dégénérèrent rapidement. Le réalisateur George Roy Hill suggéra d'intervertir les rôles pour atteindre un meilleur équilibre. Newman resterait, Butch McQueen deviendrait Sundance. Logique en apparence. Mais un problème colossal surgit qui aurait son nom en premier sur l'affiche et dans les crédits. Newman star, incontestable, devait naturellement apparaître en tête. McQueen refusa catégoriquement. Il exigea que son nom figure avant celui de Newman, quel que soit le rôle attribué. La guerre d'ego s'envenima, obligeant le producteur Daryl Zanuck à proposer une solution jamais vue, imprimer deux versions de l'affiche, l'une avec Newman en premier, l'autre avec McQueen en premier. Mais même cette tentative d'équilibre ne satisfit pas McQueen. Il resta inflexible, exigeant une suprématie totale. Incapable d'accepter un compromis, il quitta finalement le projet. Si McQueen était resté, le film aurait-il été meilleur, plus intense ou complètement différent? Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. 4. Une ouverture de film pour le moins inhabituelle. Dès son premier souffle, Butch Cassidy and the Sundance Kid brise toutes les conventions du western classique. Au lieu de débuter par un duel poussiéreux ou une plaine brûlée par le soleil, le film s'ouvre sur des images muettes en teinte sépia, évoquant les films du début du XXe siècle. Ce grain ancien donne l'impression de regarder un documentaire d'époque, plongeant immédiatement le spectateur dans un espace où la frontière entre histoire et mythe se dissout. Ce choix n'était pourtant pas prévu. George Roy Hill ajouta cette séquence tardivement, convaincu que le public avait besoin d'un contexte clair. Butch et Sundance n'étaient pas simplement deux criminels, ils étaient déjà des figures presque légendaires de l'imaginaire américain. L'ouverture fut tournée en supplément, imitant le style du cinéma muet, pour évoquer la nostalgie, tout en rappelant subtilement que le récit allait naviguer entre réalité et légende. Certains dirigeants du studio redoutaient que le public rejette cette introduction vieillotte. Mais lorsque le film passa du sépia aux couleurs éclatantes, le contraste fonctionna à merveille. Le spectateur comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un western, il assistait à la naissance d'un mythe vivant où Butch et Sundance surgissaient déjà comme des héros intemporels, et ce n'était que le début. 3. D'un seul rôle, Redford bâtit tout un empire, l'empire Sundance. Il existe des rôles qui ne se contentent pas de propulser un acteur, ils deviennent son identité, sa marque, son héritage. Pour Robert Redford, ce rôle fut Sundance Kid. Avant Butch Cassidy and the Sundance Kid, Redford n'était qu'un jeune acteur prometteur, apprécié, mais encore loin du statut de superstar. Après la sortie du film, cependant, le nom Sundance devint synonyme de charme, de rébellion et d'élégance cinématographique. L'impact fut si profond
que Redford transforma ce personnage en fondation de toute une carrière. Dans les années 1980, il créa le Sundance Institute, une organisation dédiée au soutien des cinéastes indépendants. Peu après, naquit le Festival du film de Sundance, qui deviendra le plus grand festival de cinéma indépendant au monde, révolutionnant complètement l'industrie. Le choix du nom n'était pas anodin. Redford choisit Sundance en hommage direct au rôle qui a changé sa vie, celui qui l'a propulsé de talent prometteur à légende incontestée. C'était plus qu'un clin d'œil, c'était une déclaration. Sundance devint son identité artistique, son œuvre, son empreinte. Sans ce rôle, qui sait à quoi ressemblerait aujourd'hui le paysage du cinéma indépendant? Peut-être n'y aurait-il jamais eu de Sundance tel que nous le connaissons. 2. Hole in the Wall était un décor de cinéma. Aux yeux du public, la base de Hole in the Wall apparaît sauvage escarpée, presque arrachée, au célèbre repère de bandits du Wyoming, pour être directement déposée sur l'écran. Mais la vérité est bien plus surprenante, l'équipe du film n'a jamais mis les pieds au véritable Hole in the Wall. Le terrain y est trop reculé, trop accidenté, presque impossible d'accès, pour transporter des centaines de membres d'équipes de camions techniques et de décors. Rien que la logistique aurait suffi à faire exploser le budget et à ruiner le calendrier de tournage. Face à ces obstacles, George Roy Hill prit une décision audacieuse, reconstruire entièrement le repère dans l'Utah, près des falaises rouges de St. George. Les chefs décorateurs se lancèrent alors dans un travail d'une minutie remarquable. Ils érigèrent de fausses entrées, ajoutèrent des détails rustiques et installèrent l'ensemble du décor devant d'imposantes parois de roches rouges. Une fois la caméra en marche, tout se fondit harmonieusement pour former un paysage si crédible que les spectateurs étaient convaincus de découvrir la véritable cachette imprenable du gang. Ce choix ne permit pas seulement d'économiser temps et argent, il maintint aussi le rythme tendu et fluide du tournage. Les acteurs purent se consacrer entièrement à leur jeu, tandis que l'équipe filmait sans les moindres contraintes géographiques des images sublimes et parfaitement contrôlées. Et c'est précisément ce tour de magie hollywoodien qui fit de l'industrie du cinéma une maître absolue dans l'art de transformer la réalité en légende. 1. Le duel d'ego légendaire qui a changé l'histoire d'Hollywood. Dans les coulisses de Butch Cassidy and the Sundance Kid, aucun drame n'a surpassé l'affrontement d'ego entre Steve McQueen et Paul Newman. Les deux superstars des années 1960 étaient pressentis pour former l'un des duos les plus mythiques jamais vus au cinéma. Mais un détail apparemment insignifiant, l'ordre des noms sur l'affiche, fit tout exploser. Selon une règle tacite de Hollywood, la position du nom reflète le pouvoir et le statut. Newman, alors au sommet de sa gloire, devait naturellement apparaître en premier. Mais McQueen refusa catégoriquement, il exigea que son nom figure avant celui de Newman, coûte que coûte. Le conflit prit des proportions telles que le producteur Daryl Zanuck proposa une solution inédite, imprimer deux versions de l'affiche, la moitié avec Newman en tête, l'autre moitié avec McQueen en tête. Mais McQueen rejeta toute forme de compromis. Pour lui, c'était simple, soit il était en premier, soit il ne faisait pas partie du film. L'impasse devint totale, et McQueen finit par quitter le projet laissant un vide immense à quelques jours du tournage. Ce vide ouvrit pourtant la porte à un nom encore discret, Robert Redford. Et avec ce seul film, Redford devint une superstar, le nouveau visage emblématique du Hollywood des années 1970. Butch Cassidy and the Sundance Kid est une œuvre à la fois romantique et tragique qui redéfinit les codes du western. Le film captive par l'alchimie parfaite entre Paul Newman et Robert Redford, un duo d'une rare intensité. Chaque plan est soigné magnifique, chargé d'une profondeur cinématographique exceptionnelle. Plus d'un demi-siècle après sa sortie, cette œuvre continue de briller comme un symbole immortel de Hollywood. Si vous avez trouvé cette vidéo captivante, n'oubliez pas d'appuyer sur like et de la partager pour faire connaître cette histoire de cinéma.
Et pensez à vous abonner pour ne manquer aucun autre secret de tournage aussi palpitant.